Bonjour mesdames et messieurs, nous sommes dimanche 12 août. Merci de nous rejoindre sur RTI 1. Voici les titres de ce 13h. Bientôt, de nouvelles dispositions quant à la gestion des ordures ménagères dans le district d'Abidjan. Ces mots sont de la ministre de l'Assainissement et de la Salubrité. Annou Lotto les a prononcés dans les salons de Radio Côte d'Ivoire, l'émission hebdomadaire de la radio nationale. Nous en parlerons dès le début de cette édition. Le député d'Agboville Commune, Adam Abiktogo, a fait don vendredi d'une somme totale de 15 millions de francs CFA, dont 5 millions en nature et 10 millions en espèces au profit des sinistrés des inondations du fleuve Agbo qui étaient sortis de son lit, causant de nombreux dégâts matériels et des déplacements de plus d'1 millier de personnes. Le second tour de l'élection présidentielle malienne ce dimanche 12 août oppose le président sortant Ibrahim Boubacar Keïta au candidat de l'opposition Soumaïla Cissé de l'Union pour la République et la démocratie. 8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. L'on enregistre une faible affluence dans les bureaux de vote. Le mois dernier, le gouvernement a adopté en Conseil des ministres un projet de loi portant code de procédure pénale avec un certain nombre d'innovations. Cela dans le cadre de la réforme du système judiciaire pour être en cohérence avec les engagements tant nationaux qu'internationaux de l'État ivoirien. Ces innovations s'appuient sur les évolutions de la justice pénale. Ce projet de code qui sera soumis à l'examen des deux chambres du Parlement offre entre autres une alternative à l'incarcération et simplifie le fonctionnement des procédures pénales. Le projet de code de procédure pénale réduit significativement les délais, clarifie la procédure de flagrant délit, encadre mieux la détention préventive et prévoit la création d'un tribunal criminel en remplacement d'une cour d'assises pour simplifier et accélérer les procédures criminelles. La protection du mineur occupe également une place centrale dans ce projet de code. Vous l'avez compris, nous parlerons droit pendant un quart d'heure dans le cadre du magazine du dimanche. Notre invité est magistrat, Madame Dubuissi Mao Florentine, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice. Bienvenue sur notre plateau, Madame. Merci, Monsieur Diaby. Il nous aura fallu 58 ans pour qu'intervienne cette réforme. 58 ans pour qu'intervienne une réforme globale. Globale, parce qu'il y en a eu il y a eu des réformes parcellaires du Code de procédure pénale. D'accord. Nous allons en parler largement tout à l'heure. Merci. Ce sera dans 30 minutes. À tout à l'heure, madame. Anne Désiré Ouloto était récemment dans les salons de Radio Côte d'Ivoire. La ministre de l'Assainissement et de la Salubrité y était invitée. Elle a annoncé de nouvelles dispositions quant à la gestion des ordures ménagères. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, c'est une émission hebdomadaire qui se fait en collaboration avec le CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale. C'est une lucarne pour permettre aux membres du gouvernement et à d'autres personnalités de communiquer sur leurs activités. Grâce Kando. Anne Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, invitée de l'émission Les Salons de Radio Côte d'Ivoire. Assainissement du Grand Abidjan, enjeux et perspectives, thème central de cette émission qui aura duré 1h40. Le cadre pour l'émissaire du gouvernement de décliner la nouvelle vision en matière d'assainissement. Je réaffirme ici l'engagement et la détermination du gouvernement à faire en sorte que les Ivoiriens soient mieux informés, bien sensibilisés et que les Ivoiriens s'engagent au changement de comportement. Nous voulons renforcer notre dispositif d'assainissement avec les ouvrages d'assainissement par la mise en œuvre de notre schéma directeur d'assainissement. Nous voulons améliorer le quotidien des Ivoiriens en créant des infrastructures en charge de la gestion des eaux usées. Nous allons donc nous donner les moyens de faire une très belle table ronde, de mobiliser les ressources qui conviennent afin que, à court, moyen et long terme, nous puissions mettre en œuvre notre lettre de politique sectorielle de l'assainissement. Plusieurs autres sujets ont été abordés, entre autres l'opération Grand Ménage, la problématique des sachets plastiques, et la nouvelle réforme engagée par le gouvernement ivoirien dans le secteur de la gestion des déchets. Pour le gouvernement, c'est une priorité. Dans les semaines à venir, tout va changer parce que de nouveaux opérateurs viendront avec une politique très offensive, volontariste, moderne pour
mieux maîtriser la gestion des déchets, pour les valoriser et pour faire en sorte que nous n'ayons plus, n'est-ce pas, ces images de dépôts sauvages d'ordures, de caniveaux obstrués par les déchets. Tout cela va changer à Abidjan. Il faut rendre hommage au président de la République qui sait ce qu'il faut pour que ses concitoyens vivent heureux et en bonne santé. La question du centre d'enfouissement n'a pas échappé au débat. Il nous faut ce qu'on appelle un casier. Les casiers, ce sont des réceptacles d'enfouissement des déchets. Ce qui est prévu dans ce projet, c'est la construction de 5 casiers qui permettront donc de gérer sur une période de 7 ans tous les déchets du district d'Abidjan. Le premier casier, il est disponible. Il est prêt à recevoir le déchet. L'économie circulaire reste aussi une priorité du gouvernement. Elle s'inscrit dans le cadre du développement durable. L'économie circulaire consiste à faire en sorte que le déchet ait une seconde vie. C'est-à-dire, on produit le déchet et on le retrouve dans une décharge. Aller à Kwedo, c'est ça l'économie linéaire. On produit, on vend, on jette. On produit, on jette. Et on jette où? Dans un cadre inapproprié, de manière sauvage, dans la nature. Et les mouches nous rejoignent chez nous, la maladie. Le président de la République a décidé de mettre fin à cette approche. Les salons de Radio Côte d'Ivoire, une émission hebdomadaire qui reçoit différentes personnalités de tous les secteurs pour traiter de questions d'actualité. Et on se souvient encore des dernières inondations qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire. Mais heureusement, la chaîne de solidarité se poursuit pour tenter d'essuyer les larmes des populations sinistrées. Et parmi les bienfaiteurs, Adama Bictogo, le député d'Agboville Commune, vient de redonner un petit peu le sourire aux familles affectées de la ville en leur remettant des dons en nature et en espèces d'une valeur totale de 15 millions de francs CFA. Le témoignage de Gabriel Zani. Elles sont relogées pour l'heure dans des familles d'accueil et dans les locaux de la mairie d'Agboville. Mais les 1125 personnes touchées par les inondations survenues dans la commune veulent rentrer chez elles. Le plus grand nombre de ces sinistrés-là sont propriétaires des maisons-là et ne pourront pas chercher des moyens pour se reloger ailleurs parce que la situation est difficile. C'est le cas, ça veut dire que c'est dans ce contexte-là que nous menons la réflexion afin de penser à prévenir ces genres d'actions. D'abord, essayer de travailler avec le ministère de l'Hygiène pour voir dans quelle mesure ces lieux-là soient désinfectés. Aujourd'hui, ce qui est important pour nous, pour ce collectif-là, c'est de penser à un retour sécurisé de tous ces sinistrés. Les inondations à Agboville ont occasionné la relocalisation de 925 familles sinistrées sur des sites provisoires. 9 quartiers inondés par la montée des eaux du fleuve Agbo doivent être réhabilités. Toutefois qu'un bienfaiteur s'approche de vous, je pense que c'est un sentiment de joie qui nous anime parce qu'on se sent réconforté, on sent que les gens sont avec nous. Donc c'est en tout cas une marque de considération et donc nous en retour nous voulons dire merci à ces hommes de bonne volonté qui chaque fois viennent nous assister dans ces situations difficiles. Des remerciements adressés à Adama Bictogo, député de la commune d'Agboville. En effet, l'élu vient d'offrir en tout 15 millions de francs CFA, dont 5 millions en vivres. C'est vraiment une journée de partage, une journée pendant laquelle je souhaite que tous les fils et filles d'Agboville se mettent ensemble pour partager les souffrances de ceux qui ont subi ces inondations, mais surtout pour leur donner de l'espoir. C'est vrai que les dons que nous faisons ne peuvent pas réparer complètement les dégâts qu'ils ont vécus, mais c'est déjà très bon qu'on sente qu'il y a un élan de solidarité. Un élan de solidarité salué par les autorités locales qui avaient à la deuxième vague d'inondations intervenue en juillet déroulé le plan Orsec à Agboville. Ce plan de secours permet d'anticiper sur d'éventuelles montées d'eau. Évoquons à présent la visite de travail qu'a effectué le ministre des Mines et de la Géologie à la direction de la cartographie et de la prospection géologique et à la SODEMI, la Société de développement minier, deux structures sous tutelle. Avec les nombreux gisements sous-explorés et sous-exploités du pays, Jean-Claude Kwasi veut réussir à faire de la Côte d'Ivoire un géant minier avec pour objectif l'augmentation de sa participation au produit intérieur brut en le faisant passer de 2% actuellement à au moins 4% à l'horizon 2020. Reportage Lassina Ouattara et Mamadou Kwasi. C'est au pas de course qu'on peut dire qu'il faut aller plus vite pour asseoir une économie minière forte et performante que le ministre Jean-Claude Kwasi a voulu s'imprégner des réalités de la SODEMI, Société de développement minier, structure en charge de l'exploration et de l'exploitation des mines en Côte d'Ivoire.
Créer un environnement propice reste la priorité dans un secteur où le pays dispose d'une expertise technique avérée et des gisements au potentiel insoupçonné. Il nous appartient d'être imaginatifs et de proposer à partir des modèles de réussite éprouvés partout ailleurs en Afrique et dans le monde des solutions pratiques et réalistes pour faire du secteur minier le second pilier de la marche de notre pays vers l'émergence. En se rendant à la SODEMI, le ministre Jean-Claude Kwasi a voulu partager avec ses collaborateurs l'ambition du gouvernement, celle de doubler la contribution des mines de 2% à 4% du produit intérieur brut PIB d'ici à 2020. Cette visite de terrain a permis de rencontrer les principaux collaborateurs et d'échanger avec eux sur leurs besoins ainsi que les préoccupations du secteur. Les axes stratégiques de développement, les acquis et les perspectives de l'économie minière ont été présentés. SODEMI, pour sa part, essaie de tirer avantage du peu de moyens qu'il a pour apporter sa pierre à cette construction d'une industrie minière forte. Nous pensons qu'un élément essentiel vient aussi de la transformation. Nous allons, avec l'appui de notre conseil d'administration, exiger de certains partenaires qui vont signer des accords avec nous qu'ils transforment à un certain niveau les métaux qui vont être extraits en Côte d'Ivoire. Dans l'exploitation minière en Côte d'Ivoire, l'or est la plus importante avec une production qui est passée de 12 tonnes en 2011 à plus de 25 tonnes en 2017, soit une hausse de 2,15% par rapport à 2016. Nous sommes dimanche 12 août et le 12 août a été désigné Journée internationale de la jeunesse par l'Assemblée générale des Nations unies en 1999. Elle constitue une célébration annuelle du rôle des jeunes en tant que partenaire essentiel du changement. Avec 1,8 milliard de personnes âgées de 10 à 24 ans, le monde n'a jamais compté autant de jeunes qu'aujourd'hui. Je vous propose de suivre maintenant le message du gouvernement ivoirien lu pour vous par Mamadou Touré, le ministre de la Promotion de la jeunesse et l'emploi des jeunes. La Journée internationale de la jeunesse a été institutionnalisée lors de la 54e session de l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations unies. L'objectif de la Journée internationale de la jeunesse est de promouvoir tout particulièrement auprès des jeunes, entre autres instruments, le programme d'action mondiale pour la jeunesse et au niveau national, la politique nationale de la jeunesse. Ce programme encourage l'action en faveur des jeunes dans les 10 domaines prioritaires suivants: l'éducation, l'emploi, la famille et la pauvreté, la santé, l'environnement, l'usage abusif des drogues et autres stupéfiants. Pour cette année 2018, le thème retenu est « Espace sûr pour les jeunes ». Ce thème sous-entend que les jeunes ont besoin d'espaces sûrs où ils peuvent se réunir, s'engager dans des activités liées à leurs divers besoins et intérêts, participer au processus de prise de décision et s'exprimer librement. Le premier espace sûr pour les jeunes demeure notre pays. C'est pourquoi le président de la République, son Excellence Alassane Ouattara, met tout en œuvre pour y garantir la paix et la sécurité et les conditions de leur plein épanouissement. Selon le ministre Mamadou Touré, plusieurs réformes ont été initiées par le gouvernement ivoirien en vue de l'insertion des jeunes. La rationalisation des structures d'aide à l'emploi des jeunes avec la création d'un dispositif national d'insertion et d'emploi des jeunes dénommé Agence Emploi Jeunes. L'adoption de la politique de scolarisation obligatoire des enfants de 6 à 16 ans et la réforme de l'enseignement technique de la formation professionnelle en vue d'améliorer l'employabilité de nos jeunes. 1 411 899 jeunes ont été sensibilisés à travers diverses campagnes de communication pour le changement de comportement en rapport avec les thématiques de toxicomanie, d'alcoolisme, de la santé et de la reproduction, des infections sexuellement transmissibles et du VIH-Sida. Le ministre de la Promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes exhorte les jeunes à participer aux échéances électorales à venir avec responsabilité et maturité pour des scrutins apaisés.
Les propos du ministre Mamadou Touré ont été recueillis pour vous par Grace Kando. Plus de 650 scouts catholiques campent avec leurs encadreurs à Lataha, un village de Korogo. C'est dans le cadre de la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux. Ce rendez-vous, parrainé par le conseiller spécial du Premier ministre chargé des infrastructures, du transport et du tourisme, se déroule autour du thème « Enfance et développement durable ». Il s'agit donc de semer les graines de la paix et du développement durable. La cérémonie d'ouverture de ce camp a été suivie par notre confrère de RTI Boaké, Léon Bro. Le Boloy et le balafon de Lataha à Korogo pour les accueillir, que déjà les scouts catholiques, les pieds dans la civilisation, c'est nous faut. Je venais de découvrir une nouvelle danse, c'est le balafon. Quand j'ai regardé les vieilles, les tontons, ils étaient à danser. Moi aussi, ça m'a pris, donc je suis parti danser. Cette danse, ça me rappelle que dans la Côte d'Ivoire, il y a plein de coutumes et des danses différentes. Ces gamins, 650 environ, participent au Carnalou 2018, la 5e édition du Carnaval national des Louveteaux, ces scouts catholiques de 8 à 12 ans. 10 jours pour intégrer les devoirs envers soi, les autres et Dieu, conformément aux 17 objectifs du développement durable, d'où le terme de ce rassemblement, enfance et développement durable. Nous leur apprendrons à séparer les ordures plastiques des ordures biodégradables. Nous leur apprendrons à aimer leur pays, à aimer la planète. Nous leur apprendrons à aimer le prochain. Nous leur apprendrons à servir. Nos enfants sont les citoyens de demain. Et demain, qu'est-ce qu'on leur lègue? On doit nous utiliser cet environnement de sorte que demain, ils puissent avoir de quoi vivre, de quoi survivre. Semer la graine de l'artisan de paix et de développement durable, le Carnalou 2018 est soutenu par le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly, explique son conseiller spécial. Silou Essiélé motive la tenue de ce camp en pays sénoufo par la similitude entre deux écoles, scoutisme et poro. Dans cette organisation, on vous éduque à un certain nombre de valeurs, le respect des aînés, l'humilité, l'écoute, le respect de la parole donnée. Carnalou 2018, aussi le rendez-vous du donner et du recevoir entre scouts catholiques et population sénoufo, la messe d'ouverture du dit rassemblement en a planté le décor dans la ferveur et l'acceptation mutuelle. On parle religion à présent. Si l'on avait l'habitude de ne voir que des personnes d'un certain âge, aujourd'hui ils sont de plus en plus nombreux, ces jeunes musulmans ivoiriens qui participent au Hajj, le 5e pilier de l'islam. C'est le constat fait sur place en Arabie Saoudite par nos reporters tout aussi jeunes, Moussa Konaté et Kéré Adama. L'ancien Diaby est instituteur âgé de 28 ans. Abdoulaye Diarasouba, lui, âgé de 31 ans, il est enseignant coranique. Ces deux jeunes Ivoiriens sont en Arabie Saoudite pour effectuer le Hajj. C'est le Hajj qui est le 5e pilier qu'on doit le faire. Il n'y a pas Hajj dedans. Si tu as eu le moins d'occasion d'aller faire le Hajj, tu dois le faire. Donc voilà pourquoi quand on a gagné l'occasion, on a en profité de venir faire même le Hajj en tant qu'un jeune. On souhaiterait que plus les gens viennent jeunes. C'est encore mieux qu'ils n'attendent pas la vieillesse pour venir. Vraiment, c'est très difficile. Les activités liées au Hajj nécessitent le plus souvent beaucoup d'efforts, notamment les longues distances à parcourir à pied, les bousculades lorsqu'il y a la foule pendant les rituels. Tâche pas du tout aisée à un certain âge. C'est une preuve d'endurance. Même ce matin, il y a un vieux qui m'a dit dans le hall, « Wallah, on ne doit pas venir ici vieux. » Il ne faut pas attendre d'abord d'être vieux ou dire que bon, je suis jeune, j'ai tout le temps devant moi. Si tu viens jeune, tu as la ferveur, tu as l'ardeur, tu as la force de t'acquitter de tout ce que Dieu demande. Il y a certaines personnes plus âgées que moi, où les plus jeunes sont obligés de secourir. Et là, on a vu beaucoup de faits. Quand on faisait le tawaf la dernière fois, les encadreurs étaient obligés de choisir les jeunes comme nous pour encadrer des personnes âgées. Donc on est obligé de donner un coup de main. Effectuer le pèlerinage étant jeune, le message est bien perçu de plus en plus. On remarque la présence de jeunes pèlerins dans le contingent ivoirien. Lorsque nous sommes jeunes, nous sommes plus préoccupés à faire des réalisations, à investir. C'est bien d'investir, mais je pense que faire le pèlerinage étant jeune, c'est véritablement très important. Prendre les 2 millions, investir dans la cause d'Allah,
forcément les 2 millions, il va les fructifier à 3 millions, 4 millions, 5 millions et voire même plus. Il n'y a pas d'âge défini pour effectuer le Hajj, mais il est encouragé de profiter de sa fraîcheur de jeunesse pour mieux accomplir le 5e pilier de l'islam. Le pèlerinage chrétien en Europe lui a débuté jeudi dernier. Une délégation ivoirienne y prend part. L'avant-dernier contingent de fidèles chrétiens catholiques les a rejoints depuis vendredi. Avant leur voyage pour le circuit marial, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité a tenu à les retrouver à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny de Port-Bouët et à leur témoigner surtout le soutien de l'État. Sidiki Diakité les a ensuite invités à prier pour la Côte d'Ivoire. Le reportage de Davis Oyo dans un récit de Gabriel Zani. Aéroport Félix Houphouët-Boigny, ils abordent tous la tunique tricolore orange, blanc et vert. Ils ne sont pas des athlètes professionnels, mais plutôt des pèlerins chrétiens catholiques qui s'apprêtent à embarquer pour le circuit marial en Europe. Nous partons pour demander à Maman Marie d'intercéder auprès de son fils pour que la paix qui règne dans le pays soit consolidée. Ce pèlerinage va raffermir davantage ma foi pour que je puisse croire en Jésus-Christ. Pour pouvoir participer à ce voyage sur la vie de la Vierge Marie et prier pour la Côte d'Ivoire, les pèlerins bénéficient de la prise en charge étatique obéissant à un certain nombre de critères. Il y a d'abord des conditions d'âge et puis après il faut adresser une demande à Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité qui est donc ministre en charge des cultes et puis nous examinons les demandes en fonction des places disponibles. Nous prenons à partir de 45 ans et au-dessus. Pour matérialiser le soutien du gouvernement à leur endroit, les pèlerins reçoivent un invité de taille. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, est sur le terrain pour prodiguer des conseils aux voyageurs. C'est vraiment de leur demander de suivre les consignes des encadreurs pour qu'ils réussissent déjà l'objet pour lequel ils partent en pèlerinage. Mais surtout les féliciter pour avoir pris l'initiative d'aller prier leur Seigneur, d'aller adorer Dieu et en profiter également pour faire des prières, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour leur pays, parce que la Côte d'Ivoire en a besoin. Ce contingent de 88 pèlerins est l'avant-dernier groupe qui part pour le pèlerinage à Lourdes en France, ensuite en Espagne, à Saint-Jacques-de-Compostelle et Fatima au Portugal. Au total, c'est 271 pèlerins chrétiens catholiques qui bénéficient de la prise en charge gouvernementale. Ibrahim Boubacar Keïta, Soumaïla Cissé, c'est l'affiche du jour au Mali et dans plusieurs pays à travers le monde. Le second tour de la présidentielle, c'est ce dimanche. 179 000 électeurs maliens vivant en Côte d'Ivoire se rendent aux urnes. À Koumassi, à Bobo et Cocody, dans le district d'Abidjan, les populations votent dans la discipline. C'est le constat fait sur le terrain par nos reporters Olivier Iriebi et Gabriel Zani. Nous vous le proposerons dans nos prochains journaux. Ibrahim Boubacar Keïta est donc arrivé en tête du premier tour du scrutin avec 41% des voix. Son adversaire Soumaïla Cissé a obtenu 17,8% des voix. Aliou Diallo et l'ancien Premier ministre Cheikh Modibo Diarra, arrivés respectivement en 3e et 4e position, n'ont donné aucune consigne de vote. La plupart des bureaux de vote ont donc ouvert à 8 h ce matin. 8 millions d'électeurs sont attendus aux urnes, mais une matinée de vote boudée par les électeurs. On retrouve Sidonie Davila. Ce dimanche, 8,5 millions d'électeurs choisissent entre Ibrahim Boubacar Keïta et Soumaïla Cissé, son principal adversaire. Comparativement au premier tour, ce second connaît une faible affluence. Tout se passe bien. Le vote a commencé à 8 h pile. Cette fois-ci, bon, ce que moi j'ai remarqué quand même, les gens viennent un peu seulement. Si la pluie qui s'est invitée au rendez-vous des électeurs est un frein pour certains, pour d'autres, ce n'est pas le cas. Bon, pour le moment, tout ce que je peux constater, il n'y a pas assez d'influence pour le moment, comme vous avez si bien dit au départ. Alors, peut-être à cause de la pluie, mais moi, ça ne m'a pas empêché. On a le devoir vraiment de venir voter. En réalité, la pluie ne doit pas empêcher quelqu'un. Je suis très contente de faire mon devoir. J'appelle les autres à venir faire de même. Présence remarquable des observateurs dans les différents centres de vote, notamment à Amdalaï, Marché, où le chef de mission des observateurs de la CEDEAO, accompagné d'une forte délégation, a assisté à l'ouverture du bureau numéro 2 dès 8 h.
nous sommes venus voir par nous-mêmes les conditions d'ouverture des bureaux de vote pour constater si tout se passe bien et si tous respectent la règle du code électoral. Donc c'est l'objet de notre présence ici et ce que nous avons vu, tout est en règle, en tout cas au niveau de ce bureau. C'est à 9 h dans le centre de Sébenikro que Ibeka, candidat à sa propre succession, a voté. Une élection crédible et apaisée, c'est ce que souhaitent tous les Maliens pour ce second tour qui se déroule dans le calme. Et restons au Mali, ce vaste pays d'1,24 million de kilomètres carrés où 8 000 Ivoiriens cohabitent avec les nationaux. Ils sont loin de la Côte d'Ivoire mais se sentent bien dans ce pays voisin. Ensemble, ces Ivoiriens partagent leur joie et leur peine grâce à une vie de communauté réussie. C'est en tout cas leur vision à travers l'AIM, l'Association des Ivoiriens du Mali. Sidonie Davila, notre envoyé spécial à Bamako. Soirée du 7 août, les Ivoiriens de Bamako sont réunis. Les échanges ce soir tournent autour des festivités marquant les 58 ans de l'accession de la Côte d'Ivoire à la souveraineté nationale. Tous les ont suivis sur la RTI. Tout ce que nous avons vu à la télévision nous donne la gaieté au cœur. On est très content de notre pays. On sait qu'on vient de loin et on ira très loin. On sort de l'auberge. On est content de voir la Côte d'Ivoire, on est fiers d'être Ivoirien quand on soit à l'étranger, quand on voit tout ça. L'amnistie, une décision du président Alassane Ouattara, saluée par la diaspora ivoirienne au Mali. Même je remercie beaucoup le président Alassane Ouattara. Vraiment, là, c'est un bon signe pour la réconciliation en Côte d'Ivoire. Et je demanderai aussi à tous mes frères ivoiriens qu'on essaie de prendre cette occasion pour qu'il y ait la paix en Côte d'Ivoire. Franchement, ça fait plaisir au cœur. Et ça, c'est une vraie réconciliation à partir de là. Ce 7 août, les Ivoiriens sont en fête. Le président de l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, donne le ton. Bienvenue à tout le monde, bonne fête de l'indépendance. Loin de leur pays, ces Ivoiriens ne manquent pas de se retrouver pour évoquer certaines de leurs préoccupations, aussi pour parler de leur apport au développement. La communauté ivoirienne au Mali est vraiment soudée quand il s'agit vraiment de la Côte d'Ivoire ou des intérêts de la Côte d'Ivoire. La dernière fois quand nous avons vu sur les antennes que les autorités incitaient surtout la diaspora à revenir au pays, à investir en Côte d'Ivoire, ça a été l'objet d'une assemblée générale. Nous avons appelé tous les Ivoiriens qui résident au Mali, voir comment est-ce que nous pouvons vraiment préparer, comment on appelle, notre retour. Donc plusieurs fois, quand il s'agit de développement, nous nous retrouvons. Une question bien souvent abordée, l'intégration dans ce pays frère, une réussite pour beaucoup. Soro Adama en veut pour preuve les mariages mixtes. Prince et Aboudraman sont le fruit de l'intégration ivoirienne et malienne. Leur père, géologue de formation, est ivoirien. Il est en couple avec une malienne depuis 4 ans. Non, ça n'a pas été trop compliqué. Ça n'a pas été trop, même elle était fan de moi. L'intégration ici, c'est pas aussi compliqué que ça. Les Maliens sont vraiment faits plus, comme on le dit dans nos jargons. Moi aussi, je dirais que je suis ivoirienne maintenant. En tout cas, ils sont sympas avec moi. Estimé à environ 2000 en 2004, les Ivoiriens vivant au Mali sont aujourd'hui plus de 8000. La crise post-électorale qui a secoué le pays a favorisé leur déplacement. Pour faciliter leur vie, l'Association des Ivoiriens au Mali, AIM, est créée en 2003. Elle regroupe les différentes associations établies dans chaque commune de Bamako et dans les régions de Kayes, Ségou et Sikasso, des zones où l'on compte un nombre important d'Ivoiriens. On a beaucoup de problèmes, mais je vous dis par exemple, le plus souvent, nous avons des cas de maladie, nous avons des cas de décès. Mais quand nous avons ces cas-là, c'est la solidarité, c'est-à-dire la cotisation interne entre les membres du bureau et le président Soro complète. C'est généralement comme ça. Parce que vous le savez très bien, au niveau de l'ambassade, il n'y a pas de fonds alloués à la communauté. Donc la communauté se débrouille. Nous, en tout cas, nous sommes solidaires dans ce sens-là. L'entraide et la solidarité riment la vie communautaire des Ivoiriens. Leur président, qui investit dans le showbiz et l'hôtellerie, emploie plus de 50 Ivoiriens. Il déplore le manque d'intérêt pour les réunions. Il y a certains qui vraiment ne s'intéressent pas à la cause commune.
C'est-à-dire lorsque nous avons des rencontres, il y a beaucoup, vraiment, qui, je crois, pensent qu'ils se suffisent, qui ne s'intéressent pas à la communauté. Et ce que nous déplorons, généralement, quand nous nous réunissons pour des cas que nous devons aider les frères, généralement ce sont ces genres de personnes-là qui sont dans les problèmes. Donc si nous avons vraiment un appel à lancer, c'est leur dire qu'ici, les premiers parents que nous avons, la première famille que nous avons, ce sont nos frères. Lorsqu'il y a des événements heureux, souvent même malheureux, ce sont les premiers à intervenir. Le Mali et la Côte d'Ivoire, 1 heure à vol d'oiseau et 24 heures de route pour rallier les deux capitales. La diaspora ivoirienne dit ne pas regretter sa nouvelle destination, vivant en parfaite harmonie avec les Maliens. Loin du pays, l'association des Ivoiriens au Mali, dont elle salue l'avènement, permet de se sentir proche de la mère patrie et des siens. Reportage signé Sidonie Davila et sans transition, nous allons au magazine du dimanche. Notre invité est magistrat, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice et avec elle, nous allons parler nouveau code de procédure pénale. Mais avant, je vous propose de suivre cet élément vidéo. Depuis 1960, le code de procédure pénale en vigueur en Côte d'Ivoire n'a pas subi de profondes modifications pour s'adapter à une société en pleine mutation. Il est donc apparu opportun pour les acteurs de la justice de proposer de nouveaux textes dans l'intérêt du justiciable. Le projet de loi contient plusieurs innovations. Il est le résultat de 3 années de travail sous l'impulsion du garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme. Innovation majeure, la création de juridictions criminelles. Elles vont désormais donner la possibilité de rendre des jugements de qualité. Ce projet de texte instaure le contrôle judiciaire et de nouvelles dispositions relatives à la détention préventive et à la garde à vue. Il va en outre garantir la séparation des fonctions de poursuite, d'instruction et de jugement. Après l'adoption au Conseil des ministres, le projet de loi devrait passer sur la table des parlementaires. Une fois adopté, il sera promulgué pour immédiatement entrer en vigueur. Alors, Madame le Dirkab, tout d'abord, pour commencer, qu'est-ce que le code de procédure pénale? Le code de procédure pénale, pour mieux l'appréhender, il conviendrait peut-être qu'on le définisse par rapport au code pénal. D'accord. Le code pénal, c'est un ensemble de dispositions qui réglementent, qui définissent ce que c'est qu'une infraction, l'auteur de l'infraction et la sanction applicable à la sanction. Et le code de procédure pénale, lui, permet de mettre en œuvre le code pénal en fixant les règles de recherche des infractions, les règles de poursuite, les règles de jugement et les modalités d'exécution des sanctions. Je vous donne un exemple. Vous êtes victime de coups et blessures volontaires. C'est le code pénal qui vous dira que les coups et blessures volontaires sont une infraction. Et comment est-ce que vous porterez votre plainte aux autorités compétentes? Comment est-ce que la poursuite sera engagée, la cause est jugée, la personne sanctionnée et comment est-ce qu'elle exécutera sa peine? C'est le code de procédure pénale qui nous permettra... D'accord, et si je comprends bien, le code pénal définit les règles de fond, oui. Et puis le code de procédure pénale, les règles de procédure. De forme, oui. De forme, oui, de procédure. D'accord, mais il y a une réforme qui est en cours aujourd'hui. Pourquoi elle n'intervient que maintenant? Pendant longtemps, il y a eu quelques réformes parcellaires quand même. La dernière en date, c'était en 2015. En 2015. Voilà. La réforme actuelle, elle est plus globale. C'est tout l'ensemble du code qui a été révisité. Et elle se justifie par l'adoption de la Constitution du 8 novembre 2016, qui reconnaît aux justiciables un certain nombre de droits en matière de procédure pénale qu'il fallait intégrer dans le texte actuel, qu'il ne comprenait pas ces dispositions-là. Il y avait aussi le souci pour la Côte d'Ivoire d'intégrer ses engagements internationaux dans son dispositif pénal. Et puis à côté de cela, il fallait revisiter le texte pour en extraire les dispositions qui n'étaient plus d'actualité pour pouvoir adapter le texte à l'environnement social actuel. D'accord. S'il y a réforme, c'est qu'il y a innovation. Oui. Et quelles sont les principales innovations dont vous pouvez nous parler aujourd'hui? La réforme, parce que c'est encore une réforme, oui. Donc ce sont des projets d'innovation. Bien sûr. Toute la chaîne de la procédure pénale.
partant de l'enquête à l'instruction jusqu'au jugement. Donc au stade de l'enquête, on pourrait, entre autres réformes, parler de la garde à vue, qui est mieux encadrée. Les conditions pour recourir à la garde à vue ont été limitées à certains cas. Je pourrais vous citer quelques hypothèses. Aujourd'hui, l'officier de police judiciaire qui voudrait placer quelqu'un en garde à vue, il faut que ce soit, par exemple, parce que la garde à vue est la mesure unique pour assurer, par exemple, la représentation de la personne au cours de la procédure d'enquête, ou bien pour éviter de corrompre les éléments de preuve ou de faire pression sur les témoins. D'accord. Oui. Oui, la garde à vue. Et on a la détention préventive également. La détention préventive, c'est une innovation qui touche la phase de l'instruction. Nous sommes là devant le juge d'instruction. Aujourd'hui, la détention préventive, tout comme la garde à vue, a été également mieux encadrée. Le juge d'instruction ne pourra placer une personne en garde à vue que si l'infraction poursuivie, pour l'infraction poursuivie, la personne encourt une peine d'emprisonnement d'au moins 2 ans. 2 ans. D'au moins 2 ans. Les conditions également de recours à la garde à vue ont été énumérées. Et par ailleurs, le délai de garde à vue a été, la durée de la garde à vue a été limitée dans le temps. Et c'est devenu 4 mois. Non, non, il est de 6 mois. Dans le projet de réforme, il est de 6 mois en matière de délit et il ne peut durer au maximum que 18 mois. Tous les renouvellements compris. Et en matière... C'est-à-dire 6 mois, que ça peut être renouvelé jusqu'à 3 fois, c'est-à-dire au maximum 18 mois. 18 mois. Et en matière criminelle, au maximum 24 mois. 4 mois, c'est ce qu'on a connu à l'époque. Ce qu'on connaît. Qu'on connaît en ce moment, avant que la réforme ne soit adoptée. Voilà, la réforme n'est pas encore adoptée. Exactement. Donc, pour le moment, c'est 4 mois, mais renouvelable indéfiniment. D'accord. Et puis ça, c'est dans le cas des délits. Et puis pour les crimes, c'est 8 mois renouvelables. 24 mois maximum. 24 mois maximum. D'accord. Et selon donc le contrôle judiciaire. Le contrôle judiciaire. Ça, c'est une innovation qui n'existait pas, qui n'existe pas encore chez nous. Non, non, elle n'existe pas encore chez nous. C'est une mesure alternative que nous avons trouvée à la détention. Parce qu'aujourd'hui, avec le test actuel, le juge d'instruction qui se trouve confronté à la nécessité de garder quelqu'un à portée de main, d'éviter que quelqu'un n'aille corrompre les éléments de preuve, d'éviter que l'inculpé ne fasse pression sur les témoins, n'a d'autre alternative que de placer la personne en détention préventive. La détention, c'est une privation des libertés, c'est une mesure exceptionnelle. La Constitution l'affirme, c'est une mesure exceptionnelle. La liberté est de droit. La détention est exceptionnelle. Donc, pour traduire ce caractère exceptionnel de la détention, la mesure alternative qui a été trouvée, c'est le contrôle judiciaire. C'est vrai que les libertés de la personne sont également limitées, mais sans pour autant attenter à en fait, l'incarcérer. Il y a des restrictions, par exemple, on peut lui prendre ses documents de voyage pour qu'il reste sur place, ou il peut, par exemple, se présenter selon une périodicité définie devant le juge d'instruction. Oui, oui. En fait, c'est le juge d'instruction qui fixe les obligations de cette contrainte judiciaire. De cette contrainte judiciaire, d'accord. Et puis, il y a aussi, qu'est-ce qu'une mesure alternative, par exemple, à la détention préventive? Une mesure alternative, c'est-à-dire une solution à la détention préventive. C'est une alternative à la détention préventive. Et ça, c'est le contrôle judiciaire. Voilà. Et la mesure alternative que la réforme a consacrée, c'est le contrôle judiciaire. D'accord. Et comment définiriez-vous la procédure du plaidé coupable? Le thème exact consacré par la réforme, c'est la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité. Le plaidé coupable, c'est le vocable usuel utilisé par les anglo-saxons. C'est une procédure simplifiée de jugement des délits mineurs. J'ai dit délits mineurs parce que il s'agit d'une procédure qui est prévue pour les délits passibles au maximum d'une peine d'emprisonnement de 5 ans. 5 ans. Voilà. Donc, c'est une procédure qui est prévue pour les délits mineurs pour lesquels la personne mise en cause, le prévenu, reconnaît les faits.
Donc, pour accélérer le jugement de ce type de procédure, désengorger les juridictions, la réforme a prévu la procédure qualifiée de plaider coupable. C'est-à-dire, si je suis coupable d'un fait, d'une infraction, d'un délit passible de 5 ans au maximum, que je reconnais devant le procureur que je suis coupable et je reconnais les faits, alors la peine peut être réduite. Vous n'êtes pas encore coupable puisque vous n'avez pas encore été jugé. Oui. Si vous êtes poursuivi pour une infraction passible d'une peine d'emprisonnement maximale de 5 ans et que vous reconnaissez les faits, le procureur peut vous proposer d'être jugé selon la procédure du plaidé coupable. Vous êtes assisté par un avocat que vous choisissez vous-même ou bien qui vous est commis d'office pour garantir le respect de vos droits jusqu'au terme de la procédure et vous expliquer un peu en quoi consiste la procédure, la portée de tout ce que vous direz. Et lorsque vous convenez de reconnaître les faits, le dossier est porté devant le président du tribunal qui va homologuer la sanction que le procureur vous a proposée et que vous avez acceptée. Et que nous avons accepté. Je sais aussi que le pouvoir du procureur de la République a, par exemple, été renforcé. Son intervention, même dans les enquêtes préliminaires, est beaucoup plus poussée maintenant. Oui, la réforme, effectivement, a renforcé les pouvoirs du procureur. En fait, en termes de renforcement, la réforme consacre plutôt une plus grande intervention, un plus grand contrôle du procureur de la République dans le cours de l'enquête préliminaire pour éviter d'avoir à faire face aux différentes critiques que souvent on fait à l'égard de nos officiers de police judiciaire. D'accord. La cour d'assises a été supprimée au profit du tribunal criminel. Pourquoi ? Je pourrais vous donner 3 raisons pour assurer une plus grande célérité dans le jugement des procédures criminelles, pour pouvoir se conformer à la Constitution et permettre aux personnes poursuivies pour crime de pouvoir faire réexaminer leur cause par une deuxième juridiction du fond, pour également permettre d'obtenir des décisions de qualité en matière criminelle. Est-ce qu'il n'y aura pas aussi un problème de coût? Parce que des assises, ça coûte énormément cher, parce que non seulement il y a les officiers de justice, mais il y a aussi des civils qui constituent le jury, les membres du jury. C'est certain que le coût sera moindre aujourd'hui, mais ce n'est pas la raison principale qui a conduit à la réforme du système de jugement des crimes par la substitution de la cour d'assises par le tribunal criminel et la chambre criminelle de la cour d'appel. D'accord. Et les assises qui souvent étaient interminables, qui mettaient beaucoup de temps. Et, il faut qu'on définisse un peu le crime. L'infraction criminelle qui peut être jugée de criminelle, parce qu'il ne faut pas voir que les meurtres. Non, il y a plusieurs infractions qui ont la nature juridique des crimes. Le code pénal, tout à l'heure, vous nous avez demandé c'était quoi le code de procédure pénale. Le code pénal définit le crime comme étant une infraction passible d'une peine d'emprisonnement de 20 ans et plus. Donc, toutes les infractions qui sont passibles d'une peine d'emprisonnement de 20 ans, d'une peine de condamnation perpétuelle, sont des crimes. Même si ce n'est pas un crime de sang. Oui, même si ce n'est pas un crime de sang. Avec quelques exceptions quand même. Oui, il y a des exceptions. Par exemple, le vol. Oui. Le vol aggravé est passible d'une peine d'emprisonnement de 20 ans, mais c'est un délit. Mais c'est la loi qui définit l'infraction qui peut déroger à la qualification de l'infraction. Si la loi ne le dit pas, c'est un crime. Si la loi veut y déroger, elle le dira. Elle le dira. À quelle étape sommes-nous de la réforme? Et qu'est-ce qu'il nous reste? L'exécutif a déjà adopté le test. Le test doit être transmis au Parlement qui va l'analyser et qui va l'adopter. Et le test sera retransmis au président de la République pour sa promulgation. Donc nous sommes dans l'attente de la programmation du test au Parlement. Nouveau code de procédure pénale, Madame le DIRCAB, qui en bénéficie véritablement? L'État, la justice, le justiciable? Tout le monde en bénéficie. Tout le monde en bénéficie parce que le test
a été élaboré à la suite d'un processus participatif qui a vu l'intervention de tous, aussi bien des professionnels du droit, magistrats, hommes du barreau, autres juristes, experts, la société civile, les partenaires au développement. Donc ce test-là, c'est une compilation, un recueil de toutes les attentes, mais dans les conditions définies par la Constitution, bien évidemment. Et nous allons terminer. Est-ce que l'ordonnance d'amnistie des prisonniers de la crise post-électorale, par exemple, en rapport avec cette réforme du Code de procédure pénale? L'amnistie, c'est une question de droit pénal. Bien sûr, le Code pénal. Voilà. D'accord. Tous les prisonniers, madame, ils sont libérés, tous les prisonniers sont dehors? Plusieurs bénéficiaires ont déjà été libérés. Le processus suit son cours. Tout le monde sera libéré. Merci, madame. Madame Le Dircab, le projet est donc sur la table du Parlement et après examen, il sera transmis au président de la République qui va le promulguer. Merci beaucoup, madame. Madame Dubuissi Mao Florentine, vous êtes magistrat, directeur de cabinet adjoint au ministère de la Justice et des Droits de l'Homme. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Je rappelle que vous étiez sur notre plateau pour parler du nouveau code de procédure pénale. Quant à vous, chers téléspectateurs, j'espère que vous en avez appris beaucoup sur ce nouveau code. Merci en tout cas de nous avoir suivis et à demain, 13h, sur la chaîne qui rassemble.